c'est le premier qui a eu des raffinements. En somme, ils étaient plutôt en avance alors. Très en avance. C'est ainsi qu'avec la guerre d'Espagne, le monde entier se rend compte qu'il existe une industrie et des avions russes. Des avions étonnants. À bord de ce I-15, le pilote d'essai soviétique Vladimir Kokhinaki bat le 29 novembre 1935 le record du monde d'altitude, 16 000 mètres. Le constructeur de l'avion s'appelle Nicolas Polikarpov. Il développe ensuite le I-16, qui vole à 450 à l'heure. C'est cet avion que les Russes envoient en masse en Espagne. Un appareil utile et efficace, mais difficile, nous dit William Labussière. Beaucoup d'accidents. Beaucoup d'accidents. Sur 470 qui sont arrivés en Espagne, 417 ont péri tragiquement. Combat et surtout accident. Le train fragile se fracassait, le train d'atterrissage rentrant se fracassait, l'hélice touchait le sol et instantanément il y avait explosion. Des accidents, l'histoire de l'aviation soviétique de ces années 30 en est remplie. Le Tupolev ANT-20, baptisé Maxime Gorky, est un exemple tragique. En 1935, c'est le plus gros avion du monde. Un monstre de 42 tonnes, long de 33 mètres, une envergure de 63 mètres, une surface portante de 486 mètres carrés. Ce sera le porte-drapeau du régime. Il embarquera une imprimerie, une batterie de haut-parleurs pour répandre dans toute l'URSS la bonne parole. Malgré ses 8 moteurs et ses 7000 chevaux, l'appareil a bien du mal à décoller. Le 18 mai 1935, il est présenté à Staline. Il vole pesamment, escorté par des chasseurs I-4. À ce moment précis, un des chasseurs se rapproche dangereusement du Maxime Gorky. Le petit chasseur percute le géant et les deux avions s'écrasent, tuant 49 personnes. Ce drame ne décourage pas Staline ni le constructeur Andrei Tupolev. Il va construire plusieurs centaines d'avions de transport et de bombardement ANT-6 de 20 tonnes qui peuvent transporter 30 parachutistes. Une nouveauté, un exemple pour le monde que cette création d'une force aéroportée, même si les techniques de saut sont encore aléatoires. Staline dispose en 1937 de 148 escadrilles de bombardement, 60 escadrilles de chasse, près de 3000 avions. 150 pilotes russes sont à ce moment en Espagne. 800 pilotes espagnols ont été entraînés en URSS et forment 20 groupes de chasse et de bombardement. Ils se sont bien battus. Ils ont eu de grands as, comme Garcia Lacalle, 11 victoires. Et avec eux, une poignée d'aviateurs de tous les pays, à qui il reste la nostalgie. Voici mon carnet de navigation, vous voyez, commandant le pilote de classe dans William Labussière. Je prends au hasard, par exemple, le 21 juin 1937, un château, c'est-à-dire cet avion-là, surveillance au-dessus d'Alcalá, observation, avarie de l'appareil par la défense antiaérienne. Le 23 juin, patrouille sur l'aérodrome X9, qui était un aérodrome à proximité de Madrid. Attaque 12 bombardiers, 2 atteints, l'un s'enfuit, le deuxième s'écrase dans la baie.
quelle a été la participation française à la guerre d'Espagne? Est-ce qu'on peut dire que Malraux a eu de l'importance avec son escadron? Il a eu une importance réelle, car il avait constitué un corps de spécialistes, de pilotes et mécaniciens très qualifiés, et ça a été, il a été à la pointe du combat pendant les 3 mois, 4 mois qu'il est resté là-bas. Et après le départ de l'escadrille Malraux, j'étais seul avec un autre qui, je crois, a terminé comme colonel dans l'armée française, un certain Agnel. Nous n'étions que 2 seulement. Trop peu, trop tard, ils n'ont pu empêcher les grands bombardements de Madrid et de Barcelone, avec leurs images hélas trop connues, de douleur, de désespoir, de mort. Et qu'ont fait les grandes démocraties occidentales pour défendre la République espagnole? Qu'a-t-il fait le gouvernement du Front populaire en France? Il a essayé, un peu, malgré les bonnes volontés, comme celle du ministre de l'Air, Pierre Cotte. On aurait pu les aider plus, mais on aurait pu les aider plus parce qu'il y avait des conditions très difficiles. Blum et les socialistes étaient d'accord, les communistes étaient d'accord, mais dans les radicaux, ils n'étaient pas très d'accord pour aider l'Espagne. Même Herriot, qui à ce moment-là ne voulait pas s'engager. Et alors, la situation était difficile parce que l'ensemble du Sénat, ou la plus grande partie du Sénat, était décidé à nous torpiller. Les autres n'ont pas discuté, eux. Le 28 mars 1939, Franco entre à Madrid. Puis il passe en revue la Légion Condor, qui a tant fait pour lui. Voilà, c'est terminé. Il est temps de rentrer en Allemagne. Le 21 mai 1939, c'est la grande parade de Hambourg, pour 6000 légionnaires. Ils ont droit aux félicitations de Göring, accompagné du dernier chef de la Légion, le général Wolfram von Richthofen, le cousin du héros de 14-18. Oui, c'est en Espagne que la Luftwaffe s'est forgée. Le 14 juin 1939, à Berlin, Hitler les remercie, ses camarades. Meine Kameraden, Legionäre und Soldaten, es lebe das deutsche Il dispose d'un instrument de mort bien au point, Volk, agressif, efficace. und sein Führer Franco, Il va pouvoir se lancer à la conquête du monde. und sein Duce. Deutsches Volk, es lebe unsere Legion! Sieg heil! L'instrument de la conquête nazie, au début, ce sera le Junkers Ju-87, le célèbre Stuka. Une silhouette très particulière. Des ailes en W, un solide train d'atterrissage fixe, avec ses carénages, entre lesquels on logeait la bombe de 500 kg. Et une sirène, destinée à accentuer le bruit du moteur. Une idée nouvelle de guerre psychologique. Le Stuka. Ces croix noires vont répandre la terreur dans toute l'Europe. Dès 1938, les pilotes s'initient à la manœuvre, pénible et dangereuse, à bord de leur Ju-87A. C'était simple et brutal. Basculer l'avion à 90 degrés, piquer à la verticale. Voici l'effet du piqué sur le visage du pilote. Au dernier moment, la bombe se détache, amenée par un mécanisme hors du champ de l'hélice. Et c'est la ressource, le voile noir, le pilote inconscient, quelques secondes. Le colonel Rudel est le plus célèbre des pilotes de Stuka.
Il nous dit, lui, comment les pilotes supportaient cela. Ich habe mit 22 Jahren J'avais 22 ans nichts Bedeutendes. et je n'y voyais rien d'extraordinaire. Ça allait de soi. Tout ce qu'on cherchait, c'était atteindre l'objectif. Je me rends compte maintenant que ça ne devait pas être très bon pour la santé. Mais à ce moment-là, on ne pensait pas à ça. Ce à quoi pensaient ces jeunes pilotes fanatisés de la Luftwaffe, c'était à cela qu'ils inscrivaient sur leurs avions. Nous allons maintenant porter la mort à la Pologne. Le 1er septembre 1939, entrent en action 4 groupes d'assaut équipés de Stuka. Ils vont donner au monde la première illustration de ce qu'est l'action combinée avec les Panzers, les divisions blindées d'Hitler. Les essaims de Stuka s'abattent sur l'armée polonaise. L'effet démoralisateur des sirènes, la précision du bombardement, tout confirme la redoutable efficacité du Stuka. Depuis le 3 septembre, l'aviation française est en guerre, elle aussi, contre l'Allemagne. Notre armée de l'air aligne à ce moment 2500 avions, dont 1000 modernes, et 1 millier de pilotes. Une force déjà importante que l'état-major veut porter le plus rapidement possible à 50 groupes de chasse. L'avion de base est très médiocre. C'est le Morane Saulnier 406, lent, mal armé. Près de 500 seront construits. En attendant que son industrie fournisse de meilleurs avions, la France passe commande aux États-Unis de plusieurs centaines de Curtiss H-75. Un bon avion, robuste, mais lui aussi trop lent et trop peu armé. Une nouvelle génération d'avions apparaît. La SN Caso sort en grande série les intercepteurs Block 151 et 152. Rapide, solide, puissamment armé, c'est un progrès. Enfin, voici le Devoitine 520, notre meilleur chasseur, comme en témoigne Camille Plubeau, l'as de 3940. C'était l'avion que tous les chasseurs attendaient, car il avait des grandes qualités, il était rapide, il avait une bonne vitesse ascensionnelle, il était très bien armé. Une excellente plateforme de tir, stable, moderne. Il valait mieux ne pas se trouver devant son collimateur et son canon de 20 mm. À l'extrémité du carénage hélice, la sortie du canon, qui est dans l'axe. Vous avez dans les ailes, de chaque côté, vous avez les 2 orifices de sortie des mitrailleuses, de 7,5. Le Devoitine 520, le chef-d'œuvre d'Émile Devoitine, qui va aussi démontrer son génie de l'organisation. Et la cadence de sortie a été de 200 avions par mois à partir du mois de mai 40. Et nous étions équipés à l'époque pour sortir le double, 400. Les usines de Toulouse travaillent jour et nuit. Malgré les sabotages, le manque d'équipement, la production atteint un niveau record. 8 avions par jour. Tout au long de cet entracte qu'est la drôle de guerre, l'effort se poursuit. Les usines Potez sortent à toute vitesse les bimoteurs de reconnaissance et d'attaque Potez 63. La SN Case a reçu commande de 1800 bombardiers Lioré et Olivier Léo 45, bimoteur Gnomerone, notre meilleur avion de bombardement de l'époque, rapide et solide. Au printemps 40, tous ces nouveaux appareils commencent à entrer en escadrille. J'enrage un peu de voir que ça n'a servi à rien, mais que je garde beaucoup d'admiration pour les aviateurs. Ils ont été bien. Au premier choc, la Luftwaffe attaque le 10 mai 40. Une
une grande partie de notre aviation est détruite au sol. Le reste va se battre désespérément, dans des conditions affreuses. L'avance allemande est si rapide que les escadrilles changent de terrain tous les jours. Les groupes sont désorganisés. Et avec leur avion surclassé, les pilotes de morale n'hésitent pourtant jamais. Ils montent dans le ciel 5 fois par jour pour affronter les Messerschmitt. Presque tous les Morane sont ainsi détruits pendant la campagne de France. Et des 200 pilotes français tués au combat, 75 l'ont été sur Morane. Le reste, des pilotes de reconnaissance ou de bombardement, sacrifiés stupidement. Car dans cette débâcle, le commandement a aussi une lourde part de responsabilité. Le chef d'état-major de l'armée de l'air était le général Villemain, que Pierre Cotte juge sévèrement. Ah, Villemain. Je vais vous dire des choses qui m'attristent de les dire. Villemain était un très brave homme, un homme très honnête, mais qui ne comprenait pas grand-chose. C'est le moins qu'on puisse dire. Il avait du bon sens, il était calme, il administrait un peu, mais tous ces événements le dépassaient. Je vais vous donner un exemple. Il y avait 4 zones de guerre. La zone du Nord, la zone qui allait en direction des Ardennes, la zone qui était à peu près en allant vers la Suisse, et puis la zone des Alpes. Mais ces zones, les Allemands ne les ont pas attaquées tous ensemble. Mais ces zones avaient leurs avions et ils gardaient leurs avions. Les Français, jetés sur les routes de l'Exode, maudissent leur aviation. Ils sont bombardés, mitraillés. Par qui? Les Italiens, dit la rumeur publique. Cela n'a jamais été confirmé. En tout cas, l'Italie était bien en guerre contre nous, depuis le 10 juin, au grand étonnement des Italiens eux-mêmes, comme le rappelle le fils du constructeur Caproni. Mon père avait signé, avec l'autorisation du gouvernement italien, une série de contrats pour livrer des avions à la France, des bimoteurs, et à l'Angleterre. Et on a fait annuler tout ce programme parce que la guerre est commencée. Alors c'était une très grande déception parce que mon père avait eu la certitude que l'Italie ne serait pas entrée en guerre. Jusqu'au mois de mai 1940, Mussolini avait donné l'autorisation de faire les livraisons. On est arrivé à la chose même folle que l'Italie a livré à la France le 9 juin 1940, un jour avant la guerre, un avion, Caproni. Et ça a été un choc pour tout le monde. Moi, je rappelais, j'étais un petit enfant, j'avais 8 ans alors. Avec mon père, à un certain moment, on nous a dit il y a un grand discours de Mussolini. Tout le monde à la radio à 6 heures pour écouter le discours de Mussolini.